faut toujours la corréler à des trucs pratiques qui sont le traitement et le pronostic. D'accord? Vous voyez, la NAPAT, elle est très impliquée dans les décisions. Donc, cliniquement, le maître symptôme, c'est les métroragies. Métroragie, surtout si la patiente est ménopausée. Voici la définition de la ménopause. C'est quoi? Clinique. Arrêt des règles. Vous faites chaleur, oui, qui dit mieux. La durée. 1 an. Quand on parle de ménopause, après, une aménorrhée généralement de 1 an, parce que avant il y a la préménopause, c'est des femmes qui ont ces règles, 2 mois après ça disparaît et ça revient. Lorsque les règles disparaissent pendant 1 an, on parle de ménopause. Et là, lorsqu'il y a des métroragies après, c'est des métroragies post-ménopausiques. Bien sûr avec l'âge. L'âge moyen de la ménopause, c'est quoi? Moyen, c'est 52 ans. Voilà la moyenne. Bien sûr, il y a ceux de 48, 49, 52, 55, mais classiquement, c'est 50-52 ans. D'accord? Donc, une patiente qui n'a pas plus de règles, ou le maître symptôme, l'aménorrhée, elle est là. Mais si une patiente a une aménorrhée, elle commence à faire des bouffées de chaleur, ça confirme cette ménopause. D'accord? C'est un signe, les bouffées de chaleur, généralement, se voient uniquement le diagnostic de ménopause. Une patiente qui n'a pas de règles depuis 2 ans, 3 ans, c'est une patiente à explorer. Ça ne veut pas dire qu'elle a un cancer de l'endomètre. C'est une patiente à explorer. On doit chercher, on doit éliminer. Des fois, on trouve d'autres choses, beaucoup plus simples. Mais c'est une patiente à prendre très au sérieux et à explorer correctement. C'est ce qui permet de faire un diagnostic précoce, parce que c'est un signe alarmant. Donc, les métroragies postménopausiques ou bien périménopausiques, c'est les patientes d'un certain âge. Donc, spontanées, ils sont indolores, ils sont peu abondantes. D'accord? C'est des petits vaisseaux sur ces tumeurs bourgeonnantes qui saignent. Donc, ça nous inquiète. Ce qui retarde un petit peu le diagnostic. Des fois, c'est un sujet tabou. La patiente refuse de diagnostiquer, de consulter, ou bien elle prend les choses à la légère. Je saigne, mais je ne saigne plus. Mais vous avez saigné. Donc on fait ce qu'il faut. Donc, dans votre tête, gardez cette métroragie post-ménopause, c'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Ça peut dire que c'est un cancer. Dans la majorité des cas, on ne va pas trouver de cancer. Mais dans un certain nombre de cas, on va le trouver. Donc qu'est-ce que on va trouver aussi? Donc des fois, lorsque la tumeur est infectée, on peut trouver des leucorrhées. La signification d'une pyométrie, ça veut dire du pu, ou là des leucorrhées d'une patiente ménopausée d'un certain âge, elle doit être gérée comme des métroragies. C'est-à-dire on va traiter et on va chercher pourquoi elle a fait. En plus, il n'y a pas de raison pour faire ce type de symptômes. À un stade plus avancé, on trouve une pesanteur de la douleur. Lorsqu'il y a de la douleur qui commence à apparaître, ça veut dire que déjà il y a un petit envahissement. Donc ça veut dire que c'est un cancer un petit peu avancé. Des fois, et ça arrive, puisque l'hystérectomie c'est un geste quand même assez fréquent. Il y a quelques années, c'était le premier geste, après c'est le deuxième geste dans le monde. Surtout les États-Unis, c'est un geste qui se fait d'une façon courante. Donc on fait une hystérectomie pour une pathologie X, par exemple il y a des fibromes ou là, il y a de l'adénomiose, et sur la pièce anapate, on trouve un cancer de l'endomètre, ça existe. C'est une éventualité qui existe. Généralement, c'est des cancers débutants. Ça veut dire on a fait le curetage, ou là ça n'a pas été fait, ou là on a fait l'hystéroscopie. Et ça existe sur un seul endroit, associé à une autre pathologie qui a justifié l'hystérectomie. L'interrogatoire, donc les antécédents, c'est très important parce que c'est des patientes, on a dit d'un certain âge, donc il faut toujours voir le terrain sur lequel on va faire le geste, ou là on va proposer une chimiothérapie ou la radiothérapie. C'est des femmes qui ont quand même des facteurs pronostiques importants à connaître. L'obésité, l'HTA, l'âge, cardiopathie, autre chose. Facteurs de risque, l'importance, des fois s'il y a des patientes qui consultent tard, donc ils sont déjà anémiques.
L'examen général, donc vous le savez, général, palpation, inspection, auscultation. On commence par l'inspection spéculante, donc toujours on profite pour faire un frottis cervicutain systématique. On le fait systématiquement si la patiente ne l'a pas fait depuis 1 an. À un stade avancé, on cherche l'extension au col ou au cul-de-sac vaginal. Les touchés vaginales, généralement, sont normaux et des fois, on trouve un utérus globuleux de grande taille. On cherche toujours la mobilité. Bien sûr, les explorations des aires ganglionnaires systématiques devant un cancer. Les autres appareils, la palpation, recherche de métastases, recherche de douleurs, recherche des signes pulmonaires. Ça oriente vers les examens qu'on va demander et ça oriente vers une localisation secondaire. D'accord? Donc, paraclinique. Donc, là aussi, on a parlé en gynécologie, notre examen préféré, c'est l'échographie. D'accord? Une patiente ménopausée, normalement, elle a un endomètre qui est fin. Donc, il est inférieur. On va prendre l'extrême. Donc, vous avez 6, mais c'est 4 à 5 mm. Si la patiente ne prend pas de traitement substitutif hormonal, chose qui est rare dans notre contexte. Donc, dans notre contexte, la plupart des femmes ne prennent pas de traitement substitutif aux hormones. Donc, lorsqu'on fait une échographie, une patiente ménopausique, on doit trouver un endomètre fin, généralement de 4 mm. Si on trouve un épaississement de l'endomètre, 8, 9, 10, 5 c'est limite, mais généralement 6 ou plus, on parle d'un épaississement de l'endomètre et on doit explorer. Par exemple, si on trouve inférieur à 4 mm, on est rassuré. Déjà, la probabilité d'une pathologie tumorale ou d'un cancer, elle est peu probable. Et généralement, c'est une patiente qui saigne par atrophie. Bien sûr, il y a les cas atypiques, mais dans la majorité des cas, on est déjà rassuré. Rien qu'en faisant cette échographie, et la plupart du temps, c'est les plus parlantes en échographie endovaginale, parce qu'on explore mieux la cavité de l'endomètre par cette voie, parce qu'il n'y a pas, on élimine le risque d'erreur lié à l'obésité par la sonde suspubienne. Si on trouve un endomètre épaissi, on doit le caractériser, comment il est. Voici, il est irrégulier, régulier, il est vascularisé, il n'est pas vascularisé. Est-ce qu'il y a une pénétration de l'endomètre, du myomètre, et voir s'il y a une pathologie associée au niveau des ovaires. Donc, voilà l'aspect qu'on trouve. Donc, vous voyez, voilà, c'est un endomètre épaissi. Donc, là aussi, donc ça c'est une échographie suspubienne ancienne. Donc l'endomètre, il est là, mais là, il y a un épaississement qui est irrégulier un petit peu. Donc il peut s'agir de quoi? Si on trouve par exemple un épaississement de l'endomètre, qu'est-ce qui... C'est quoi? Non, l'adénomiose, on va la faire, donc c'est autre chose. Peut être fibrome sous-muqueux, mais il est beaucoup plus... Sémiologiquement, à l'échographie, il est parlant. Un polype. On peut s'agir d'un polype. Comme il peut s'agir d'une hypertrophie de l'endomètre. Rarement, on peut faire la différence. D'accord? On parle d'hypertrophie, ou un épaississement de l'endomètre. On ne parle pas d'autre chose. Mais le diagnostic va être fait par d'autres examens complémentaires. D'accord? Donc après, bon, le deuxième examen à mon avis qui est le plus important, c'est l'hystéroscopie. L'hystéroscopie, c'est un examen, c'est une optique maintenant il y a les optiques de 2,7 mm, il y a ceux de 4 mm. La technologie évolue, on a des hystéroscopes de plus en plus fins avec une vision extraordinaire. Donc c'est un examen qui peut se faire en ambulatoire, sans anesthésie, sans problème. Il y a des techniques qui permettent de faire des vaginoscopies, on introduit au col, on utilise bien sûr le sérum salé pour dilater et pour la vision, et on peut voir des choses à l'intérieur, et ça oriente le diagnostic. Par exemple, on peut faire la différence entre un épaississement et un polype.
en faisant cet examen d'hystéroscopie. En matière du cancer, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir généralement un aspect bourgeonnant, inquiétant, donc l'aspect qu'on a vu tout à l'heure. Des fois, on trouve un aspect polypoïde et des fois, on trouve un aspect atypique qui est difficile à caractériser. D'accord? L'essentiel, et des fois, on trouve par exemple patiente qui saigne. À l'échographie, on a 5 mm, 4 mm. Par excès, on peut proposer une hystéroscopie. Médicalement parlant, la scientifique, on doit la proposer. On fait l'hystéroscopie, on ne trouve rien. C'est une atrophie. C'est une patiente généralement elle saigne par atrophie. Donc on l'a rassurée, on a évité d'autres explorations beaucoup plus invasives et beaucoup plus coûteuses par cet examen. Donc si on trouve rien, on trouve rien. On peut même proposer une petite biopsie à la sonde de Novak pour plus de sécurité, mais c'est une patiente qui saigne par atrophie. Si on trouve un polype ou un aspect, on la programme pour un curetage biopsique ou pour une biopsie à la Novak ou à la pipette de Cornier. Vous faites le principe. Ça permet d'éliminer plein de choses, cet examen. Donc, voilà comment ça se fait. Donc, l'examen, il est comme ça. Donc, ça, c'est un examen à dire, la vaginoscopie. On fait un examen sans mettre un spéculant. Et ça permet de le faire sans mettre un posé, sans que ça soit douloureux pour la patiente, et en ambulatoire, sans hospitalisation. Bon, voilà des aspects inquiétants de l'endomètre. Par exemple, là, c'est une image bourgeonnante, donc il y a une hypervascularisation. Ça, c'est inquiétant, c'est une patiente ménopausée. Donc, là, c'est très suspect. Aspect cribriforme, ou la cérébroïde. D'accord? Voilà, le fond, c'est une hypertrophie polypoïde à ce niveau, mais à ce niveau, il y a une hypervascularisation anarchique. Et l'hystéroscopie, à la fois, ça permet de voir l'aspect et ça va de situer la tumeur. C'est tout ce qui nous intéresse maintenant. Il a une atteinte l'endocole ou là non. Et ça change le geste opératoire. D'accord? Donc on voit l'aspect, on voit la situation. Après, on va faire un curetage biopsique. Voilà, ici, c'est un aspect polypoïde. D'accord? L'hystérosalpingographie. Donc, il faut l'oublier dans cette indication. Elle n'est pas indiquée. On ne la fait pas. Autrefois, avant l'avènement de l'échographie de haute résolution, de bonne qualité, avant l'avènement de l'hystéroscopie, c'est un examen de choix. Actuellement, non. On ne le fait pas parce que ça ne sert à rien. En plus, il est douloureux et en plus, chez certaines équipes, ça constitue un facteur de risque d'autres choses. Donc, il y a un autre examen que je n'ai pas situé, c'est de l'hystérosonographie. Pour ceux qui sont en service, probablement ils l'ont vu. L'hystérosonographie, c'est une échographie avec injection du sérum salé. Donc, il peut être proposé juste après l'échographie. On a un épaississement de l'endomètre, on peut faire l'hystérosonographie. Donc, qu'est-ce qui se passe? On injecte un petit peu de sérum salé à l'intérieur de la cavité, ça dilate un petit peu la cavité, ça donne un milieu de contraste. Lorsqu'on fait l'échographie, si c'est un polype, on va le voir pédiculé au sein d'une image noire, qui est le sérum. Si c'est une hypertrophie atypique, on va la voir. Donc c'est un examen qui est nouveau, qui n'est pas très ancien, qui est utilisé, donc, mais ce n'est pas une vision directe là aussi. D'accord? Donc on le fait des fois à défaut d'hystéroscopie au début, ou là avant l'hystéroscopie. Mais l'hystéroscopie, c'est un examen très important. Dans l'hystéroscopie, il y a deux types. On parle d'hystérodiagnostic dans ce cas. La différence, c'est la taille de l'optique. Donc l'hystérodiagnostic se fait en ambulatoire, c'est des patients soit sans rien du tout, généralement sans anesthésie, on peut la faire. Les diamètres de l'optique sont petits et ça permet de franchir l'orifice. L'hystérochirurgical, les diamètres sont un petit peu plus grands. Donc l'hystérochirurgical, ça fait au bloc opératoire sous anesthésie. On ne peut pas la faire en dehors du bloc opératoire.
Très bien. Donc maintenant, on a suspecté. On doit absolument avoir une preuve histologique jusqu'à maintenant. La preuve histologique, il y a deux façons de l'avoir. Soit on fait une biopsie à la sonde de Novak, ou là la pupelle de Cornier. L'avantage de ce type d'instrument, c'est qu'ils sont fins. Donc ça se fait en consultation, sans problème. On n'a pas besoin d'anesthésier, on n'a pas besoin d'hospitaliser. D'accord? C'est comme ça, dit à la sonde de Novak. C'est une sonde métallique crânelée. Donc, c'est comme un hystéromètre. Donc, on met un posé, on parle à la patiente pour expliquer qu'est-ce qu'on fait. S'il n'y a pas de sténose cervicale, s'il n'y a pas de facteur de risque particulier, si la patiente n'est pas trop âgée, et lorsque la patiente elle est très âgée, et le relief du col pratiquement disparaît. Patiente normale, 50 ans, entre 50 et 60 ans, 65 ans, on injecte, on racle un petit peu, on ramène. D'accord? La pupelle cornée, c'est pareil, c'est un truc en plastique, bien sûr, stérile, à usage unique. On l'introduit, on fait une aspiration et ça ramène des débris. Donc, ils n'ont de valeur que s'ils sont positifs. Ils n'ont de valeur que s'ils sont positifs. Si c'est négatif, non. On fait un curetage biopsique. Ça permet de gagner du temps, le temps que la patiente s'hospitalise, entre au bloc opératoire s'il y a des rendez-vous. Ils sont négatifs dans 25% de cas. Sinon, on propose directement une hystéroscopie au bloc opératoire et s'il y a une image suspecte, on fait soit une biopsie à l'hystéroscopie, soit mieux, un curetage biopsique au bloc opératoire. D'accord? Et ça pose le diagnostic. Jusqu'à maintenant, vous avez compris? Donc, dans votre raisonnement, suspicion, c'est métrorragie à 85% des cas. Sinon, leucorrhée, pyométrie, c'est une patiente ménopausée. Sinon, douleur, les stades avancés. Les stades avancés, c'est beaucoup plus simple, mais malheureusement, le pronostic, il est mauvais. Au début, c'est des métrorragies. On fait une échographie. S'il y a un épicissement, on propose une hystéroscopie. S'il y a une image, on fait un curetage biopsique ou la biopsie à la Novak ou la biopsie à la pupelle cornée. Et on a un diagnostic. Une fois que vous avez le diagnostic, bilan d'extension. Il y a quelques années, c'est l'IRM.